Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous mettons le cap vers le Bessin. Sylvain nous invitera sur ses parcs à huîtres et Michel à la distillation du Calvados. La fabrication du beurre et des sablés à l'ancienne. Nous raconterons aussi l'histoire de ce petit bout de Normandie abritant la célèbre plage d'Omaha Beach. Je vous laisse apprécier les vertus de ce terroir authentique et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Le Bessin, ancien pays de Bayeux, se situe sur le département du Calvados. Ce pays normand est entouré du Cotentin, à l'ouest, du bocage virois, au sud, et de la campagne de Caen, à l'est. C'est un territoire de terre et de mer, tristement célèbre par les plages du débarquement et par son histoire séculaire, indissociable de celle de Guillaume le Conquérant. Entre bocages et marais, pâturages et plages d'or, le Bessin offre des paysages variés et un habitat exceptionnel pour la biodiversité. Pays d'herbage et de beurre, le Bessin est une terre de tradition où se perpétuent des savoir-faire anciens qui contribuent aujourd'hui à sa réputation de région gourmande. Les dérivés du lait et de la pomme sont au cœur de la majorité des produits qui définissent l'identité du Bessin. Mais c'est sans oublier les richesses maritimes des petits ports de pêche à la Saint-Jacques et des baies secrètes qui cultivent jalousement des huîtres exceptionnelles. Le bassin maritime, théâtre du jour J, perpétue la mémoire de cette histoire tragique qui forge le caractère des Bessinois. Sur ces falaises escarpées, le jour du débarquement, le premier Américain à fouler le sol français est arrivé au pied de cette église. C'est ici que se trouve la ferme d'Éric, une bâtisse familiale pleine d'histoire et de tradition. Je me suis installé en janvier 2003. J'ai repris la ferme de mes parents. Exploitation laitière d'une centaine d'hectares avec 40 hectares de culture et 60 hectares d'herbe. Depuis 3 ans, c'est lancé en vente directe avec Émilie parce que ma femme, ne trouvant pas de boulot, a eu l'idée de se lancer là-dedans alors que moi je voulais arrêter les vaches à lait. Et avec la vente directe, en fin de compte, on valorise le lait sur toutes les étapes. On valorise le lait pour la production, pour la transformation, on le transforme, et puis on le revalorise à la vente. Donc on touche les 3 étapes que touche l'industriel et le distributeur. Avant j'avais des Holstein pour faire du lait, faire le maximum de lait avec le minimum de vaches pour le coût de production. Et plus ça va, plus j'augmente mes normandes parce que pour la transformation, on a un meilleur rendement matière grasse, matière protéique avec les normandes. À un moment donné, qui me faisait arrêter, c'est que j'en avais marre de produire du lait et en fin de compte, il fallait que je produise entre guillemets un lait de mauvaise qualité pour une laiterie pour arriver à faire de la marge. Et là, ce qui me plaît, c'est d'aller chercher justement, pour faire des yaourts, il faut du lait à 34 de protéines, et il faut aller chercher du lait de qualité, et chercher du lait de qualité, valoriser du lait de qualité, ça me plaît, oui. C'est un peu un challenge, mais là, c'est notre boulot, on est producteur pour transformer un produit de qualité pour des consommateurs. Dès qu'on peut, l'avantage qu'on a en bord de mer, c'est qu'ils peuvent être très tôt à l'herbe. Donc là, cette année, vers le 5-6 mars, ils étaient à l'herbe. Et puis ça se voit bien dans le beurre qui a été fait. Le beurre, dès qu'on part à l'herbe, le beurre est jauni par la chlorophylle qu'il y a dans l'herbe, le bêta-carotène. Allez, puis avancez là. Après la traite, les vaches d'Éric retrouvent leur paisible pâturage. Ici, l'herbe est balayée par les embruns de la mer et s'enrichit en sédiments et en minéraux, ce qui lui procure une qualité exceptionnelle.
Les chères normandes d'Éric et Émilie profitent de cette vue magnifique, mais une autre activité attise leur curiosité. Dans son laboratoire, Émilie se lance dans la préparation du beurre et des yaourts. Là, je vais mettre la crème dans la baratte. La crème, elle a été faite dimanche. Parce que la crème, il faut qu'elle monte en acidité pour pouvoir épaissir. Et puis pour contrôler les bactéries. La bonne crème bien épaisse est placée dans une baratte. Cet instrument autrefois en bois sert à battre la crème jusqu'à la montée en chantilly. Puis les morceaux s'épaississent et le beurre se forme petit à petit. À la base, je suis de région parisienne, j'habitais dans les Yvelines. Mes parents avaient acheté un mobil-home dans le coin, donc on est venu à cette ferme chercher du lait. Et puis moi, je suis pas repartie. Eric, il voulait arrêter de traire. Il s'est dit les quotas terminés, j'arrête de traire. Moi, même si j'étais pas du milieu, je m'étais attachée aux vaches, j'avais pas trop envie qu'il arrête les vaches. Puis on s'est lancé. Le beurre, par exemple, on avait prévu d'en faire 5-6 kilos la semaine. Et puis là, cette semaine, on en a fait 25 kilos. Donc, on vend que sur place, on fait pas de marché. On s'était dit au début, si ça fonctionnait pas, on allait faire un marché. Et puis finalement, on vend tout sur place. Je transforme toute la semaine pour vendre que 2 fois 3 heures, le vendredi et le samedi. Au beurre moulé à la main vient s'ajouter une recette maison de yaourt qui ravit les petits et les grands. Les produits d'Émilie se vendent dans sa crèmerie avec d'autres produits régionaux pour apporter plus de diversité aux clients. Merci. Au Bonne revoir. journée, au revoir monsieur. 12 yaourts au fruits pour notre parisienne. Qu'est-ce que je mets comme parfum? Un mélange. C'est notre quotidien tous les 15 jours. Voilà. Et c'est très bon. Et ça fait un moment qu'on vient, Émilie, hein? Depuis le début. Moi j'ai connu ça avec ma grand-mère, donc on ne change pas quelque chose qui est de la ferme. Non mais tu mets pas dans ta tournure, chérie. Bon à dans 15 jours. Ce beurre, qui fait encore aujourd'hui la réputation de la région, est à la base de nombreuses recettes traditionnelles normandes. Comme on dit par ici, qui a fait normand a fait gourmand. Ce ne sont pas les petits sablés d'Annelle qui diront le contraire. Cette maison de tradition a su garder la recette ancestrale et Sylvain et Jean-François, qui ont repris cette entreprise il y a quelques années, se plaisent à travailler avec les produits bessinois. Chef pâtissier de la biscuiterie et un des repreneurs des sablés d'Annelle. Donc on utilise essentiellement des produits de la région dans la mesure du possible. Par exemple, le sucre, c'est un produit qu'on ne trouve pas dans notre région. C'est du sucre classique semoule. La farine, par contre, c'est de la farine transformée chez nous, mais avec différents blés, puisque pour avoir une qualité de farine, ils sont obligés d'associer différentes sortes de blés. Les œufs, c'est un élevage de la région. On n'utilise que du plein air. C'est toujours des œufs de plein air. Pour vous donner une idée, on utilise à peu près 1500 œufs par semaine en pleine saison. Et le beurre, donc le classique, le beurre doux AOP d'Isigny. Voilà. Une fois qu'on a ces 4 ingrédients, ici à côté on a un pétrin, et donc on utilise ce type de machine pour mélanger notre pâte. On a des minuteurs ici qui nous permettent de régler un certain temps en fonction du temps qu'il fait dehors. C'est un peu comme les boulangers. On adapte le temps, s'il fait chaud, on mélange un peu moins, s'il fait froid, un peu plus. Et puis bien sûr, on est dans l'artisanat, donc au toucher, quoi. On sait la texture qu'on doit avoir pour fabriquer notre sablé. Voilà, donc là on va emmener la pâte vers la machine, la rotative, pour fabriquer nos sablés. Sylvain moule aujourd'hui une nouvelle recette à base de beurre demi-sel en forme de coquille Saint-Jacques. Un clin d'œil à Port-en-Bessin, situé juste à côté. Les sablés passent ensuite au four, embaumant ainsi la maison.
tout le centre-ville d'Anelle vit au rythme de la biscuiterie et de ses odeurs alléchantes, et ce, depuis des décennies. Donc les sablés d'Anelle existent depuis 1904 et ils sont dans cette petite maison qui date de 1800 depuis une quarantaine d'années. On est les sixièmes propriétaires. Donc les gens ont changé, mais il y a une chose qui est toujours restée ici, c'est la recette. C'est la façon dont on fabrique nos sablés, artisanalement, et on tient beaucoup au terme artisanal. Pas d'OGM, pas de conservateur, du produit sain, naturel, avec un savoir-faire, c'est ce qui fait un peu la différence. Tout est fait à la main, voilà. On est dans l'artisanat. Jean-François a travaillé de nombreuses années dans l'industrie alimentaire avant de décider de changer de vie pour se rapprocher d'un modèle plus artisanal. Si le dessin des sablés est le même depuis un siècle, les repreneurs font désormais appel à des artistes locaux pour créer des boîtes collector. On utilise souvent le terme de changement dans la continuité. L'objectif, on est tout petit, donc c'est difficile de créer parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Mais déjà en moins de 2 ans, là, on a réussi à faire de nouveaux produits. On va continuer comme ça. On va chercher des producteurs locaux avec qui on va pouvoir développer, d'ailleurs se développer mutuellement. C'est ça qui est intéressant. En remontant la côte, vers les plages du débarquement, les vestiges de la guerre ponctuent le paysage côtier. Du port artificiel d'Aromanche au cimetière militaire, cette histoire a marqué ses habitants. Et aujourd'hui encore, les plages comme Utah ou Omaha Beach restent un lieu de mémoire incontournable. C'est ici, à Saint-Laurent-sur-Mer, que Michel produit ce qui était la boisson préférée des GI, le Calvados. À cette saison, Michel prépare la distillation du cidre et c'est avec Laurent qu'il effectue cette étape essentielle. Laurent est bouilleur ambulant, c'est-à-dire qu'il va en fait de ferme en ferme avec son alambic. C'est un alambic qui est tout en cuivre et qui permet de produire le calvados. Le petit jet ici qui ressort, en fait, c'est la distillation du cidre. Et donc ce cidre va être porté à ébullition dans l'alambic. Ici, on a la chaudière. La chaudière va donc chauffer le cidre à ébullition. L'alcool va donc s'en aller, la vapeur d'alcool, et elle va arriver dans cette colonne qui s'appelle la colonne de concentration. Et vous allez donc avoir le calvados qui va sortir ici et qu'on retrouve là. Voilà. Là, on est sur donc une eau de vie incolore qui titre à peu près entre 68 et 72% d'alcool. La production de calvados existe depuis 30 ans parce que les premiers débuts de distillation ont lieu dans la Manche et c'était au XVIe siècle, quoi, hein. Donc ça remonte quand même à très loin. Et ça s'est peaufiné au fur et à mesure du temps et des siècles, hein, parce qu'après on a adapté le matériel, les variétés de pommes, pour finir pour faire un produit vraiment d'excellence, quoi. Michel continue de produire son calvados à partir d'une recette inchangée depuis des siècles. Ici, pas d'ajout de gaz carbonique pour apporter des bulles au cidre. C'est le travail sur les levures indigènes présentes sur la peau des pommes qui permet la fermentation en bouteille et cette authenticité. De ce cidre naît le calvados et c'est dans ce chai que ses arômes se révèlent. Donc voilà, ici on est donc dans le chai de vieillissement du calvados, hein. On est sur des fûts en chêne, sessiles ou pédonculés, des fûts de 400 litres et 225. Et donc le calvados, c'est la distillation du cidre. Et là, en fait, dans les cidres qui servent à la fabrication du calvados, on utilise la totalité des variétés de pommes de la ferme. Donc sur la ferme, sur les 22 hectares de verger, il y a 32 variétés de pommes acides. Et en fait, on retrouve les 32 variétés de pommes acides dans nos calvados. Une fois que ce cidre est transformé et distillé, donc on va extraire un produit, le calvados, qui est une eau-de-vie blanche incolore. Et c'est là où le chai va être important, en fait, parce que c'est le vieillissement sous bois qui va apporter la coloration au calvados. Alors là, on est sur un calvados, donc dans des fûts de 400 litres, et on va prélever un échantillon. Ouais. Là, on est encore sur un calvados qui n'est pas trop réduit, donc est assez puissant, et qui a déjà une belle coloration.
C'est l'ensemble des fûts qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas que des fûts neufs et on n'utilise pas que des fûts anciens. Et c'est cet équilibre qu'on va créer pour pouvoir produire un calvados qui n'a pas d'extrême, c'est-à-dire qui ne va pas être trop boisé ou pas assez boisé. Voilà. Donc c'est le travail que l'on a dans la cave, qui est différent que le travail que l'on a sur le cidre en bouteille ou sur le pommeau. Hein, chaque produit a sa typicité de travail. Le Bessin, c'est autant la terre que la mer. Et ce sont les ostréiculteurs qui symbolisent la liaison entre les deux. On les surnomme les paysans de la mer. Avec passion, André-Gilles et Axel, son fils, exercent ce métier pour produire les fameuses huîtres d'Isigny dans la baie des Vets. Taille André-Gilles, ostréiculteur depuis très longtemps. J'ai commencé ma profession avec mon père, c'était en 75. À temps complet. Mais comme mon père était l'un des pionniers de la baie, il a commencé, ses premiers parcs, il les a eus en 68. Et les premiers parcs ont été donnés en 66. Pour vous dire, c'était vraiment tout début de la baie. J'ai travaillé une vingtaine d'années avec mon père. Et ensuite, j'ai créé mon entreprise quand lui est parti en retraite. Et maintenant, le relais se passe avec mon fils qui travaille avec moi depuis une quinzaine d'années. Et je pense que c'était un peu une passion parce que de père en fils, ça fait faire la troisième génération et on se plaît à produire une huître et surtout une huître de qualité. Et la plus grande satisfaction pour nous, c'est vrai, c'est quand nos consommateurs ou nos clients nous disent ça, ah, quel plaisir d'avoir un beau et bon produit. Et ça, c'est une bonne satisfaction. Là, on est sur les parcs de spécial. Là, plus on se rapproche du canal, plus on se rapproche de l'eau douce, plus les huîtres, on fait des belles huîtres. Plus l'apport d'eau douce nous fait des huîtres spéciales. C'est une huître plus charnue, à un taux de chair supérieur aux autres. C'est une huître que vous voyez, quand vous l'ouvrez, vous voyez qu'elle est bien blanche, qu'elle est bien remplie de ça. Oui, on a des endroits pour faire de la croissance, comme sur Grand Camp, ou même dans le large, on a des parcs tout au fond là-bas, où là-bas ça pousse à fond. Et on les ramène ici pour les affiner, pour qu'elles fassent de la chair. Pareil, quand on les ramène sur le secteur pour faire la spéciale, là, elles font de la chair. C'est vraiment pour les affiner. Bon, là, on arrive à la fin de la grosse saison, on va dire. Là. On finit le criblage et là, on va commencer à faire le retournement de poche. Là, ça va être la petite saison pour nous. J'ai passé une vingtaine d'années à travailler avec mon père, avec qui je m'entendais magnifiquement bien. Et comment jouer, c'est une satisfaction, même un plaisir de voir que l'un de mes enfants veuille bien reprendre l'entreprise. Même si dans quelques années je prends le large, ben au moins je pourrais venir faire un tour une fois de temps en temps et dire tiens, la maison continue encore, quoi. Troisième génération, quoi. De retour de la mer, les huîtres sont nettoyées et calibrées. Elles sont triées en fonction de leur poids et de leur taille pour la commercialisation. Ce tri est aussi utile au dédoublement des poches. Il s'agit de séparer une poche pleine d'huîtres en 2 poches plus aérées pour leur permettre une croissance et une alimentation harmonieuse. Les huîtres sont ensuite stockées en bassin d'eau de mer afin qu'elles se nettoient en filtrant l'eau pour une propreté irréprochable et une fraîcheur inégalée. On va pouvoir voir un peu ce que ça donne. On va prendre une huître dans le bassin. Même si on peut voir que la coquille est un petit peu sale, c'est normal. Pour ne pas les blesser, on ne les lave pas avant. On les lave qu'à la dernière minute. Voilà. Le tout, c'est de ne pas se blesser, puis après, pas blesser l'huître. Et on peut voir ici qu'on a un produit qui est très très joli. Une huître très charnue. C'est vraiment très très agréable, malgré qu'il soit assez tôt le matin. Mais on a une toute petite pointe de sel, mais malgré tout, il y a cette chair qui est là, qui rapporte un peu de douceur et vraiment du croquant, et avec une petite pointe de sucré par-dessus. Et là maintenant, si j'inhale un peu comme ça, je ressens plein de saveurs qui me restent vraiment en bouche. Ça fait un peu comme un vin quand on dit qu'on a un vin qui a une longueur en bouche. On peut dire réellement que nos huîtres, elles sont vraiment magnifiques pour ça, elles ont vraiment une très grande longueur en bouche et c'est très agréable. On a encore ce plaisir d'avoir, après avoir quelques minutes après avoir mangé son huître, sentir encore ce bouquet qui reste dans le palais. C'est vraiment très très agréable, quand on aime les huîtres bien sûr.
La baie des Vets est célèbre pour ses huîtres, mais aussi pour son histoire marquée par Guillaume le Conquérant, dont la folle épopée est racontée par la tapisserie de Bayeux. Non loin de là, les marais du Bessin se visitent plus calmement, au fil de l'eau, à la découverte d'un milieu exceptionnel et protégé. Je suis le responsable du pôle randonnée et animation sportive sur la communauté de communes Isigny-Omaha Intercom. Là, on navigue sur l'Aile. Et l'Aile est une rivière qui fait à peu près 23 km et qui va se jeter dans la Vire, qui elle-même va aller se jeter dans la baie des Vets, dans la Manche. Et ça nous fait des bonnes huîtres après. Les marais du Bessin sont le théâtre d'un phénomène particulier appelé la blanchie. Il s'agit d'une montée des eaux qui inonde le marais et le transforme en miroir d'eau. La blanchie, c'est surtout un moment de l'année où le marais est blanc, c'est-à-dire que les rivières et les fossés et les limes débordent, ce qui fait qu'on va avoir de l'eau dans les champs. Quand cette eau va se retirer, il va y avoir une couche de sédiments qui va rester pour faire un pâturage de très très bonne qualité. Une bonne normande. Une rouge. Donc là, on revoit un petit peu plus au niveau de la flore. On a pas mal d'arbres, de saules. Donc là, on a de l'aubépine. Alors l'aubépine, il y en a qui la prennent en tisane aussi pour les stresser de la vie, on va dire. Pareil que c'est bon. Ici, on n'est pas stressé. Bon petit rayon de soleil, là. Cette terre, qui change de visage 2 fois par an, est à l'image du Calvados et du Bessin, pleine de mystères et de caractère. Ici, le cœur des hommes se partage entre les pâturages et les embruns. Aujourd'hui, je vous propose des coquilles Saint-Jacques poêlées, racines de persil et pommes Granny Smith. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 12 belles coquilles Saint-Jacques, 30 g de persil plat, 3 g de gros sel, 10 g de beurre, fleur de sel, 240 g de racines de persil, 50 g d'huile d'olive, 25 g d'huile de noisette, 15 g d'huile de noix, 15 g de vinaigre de RRS, 100 g de Granny Smith, 4 g de vinaigre de cidre. Pour la purée de persil, coupez les queues de persil. Portez un demi-litre d'eau salée à ébullition et cuire le persil 5 minutes. Sortir le persil, le rafraîchir dans de l'eau glacée afin qu'il ne perde pas de sa couleur. Mixer en une très fine purée avec un peu de jus de cuisson chaud. Le choc thermique avec le persil froid et le bouillon chaud va permettre de fixer la couleur. Pour les racines de persil, épluchez toutes les racines de persil, taillez 80 g en julienne et taillez 160 g en petits morceaux. Versez dans une casserole, ajoutez de l'eau salée et cuire à ébullition 20 minutes, puis égouttez en réservant l'eau de cuisson. Mixez en une fine purée en détendant avec un peu d'eau de cuisson. Mélangez la purée de racines avec 2 cuillères à soupe de purée de persil. Réchauffez au bain-marie et rectifiez l'assaisonnement. Pour la purée de pommes Granny Smith, épluchez et épépinez la pomme, la coupez en gros dés et mixez le plus finement possible avec le vinaigre de cidre. Passez cette purée dans une passette recouverte d'un linge et laissez égoutter 30 minutes au réfrigérateur. Si vous avez une passette très fine, le linge est inutile. Poivrez, salez et réservez. Mélangez les huiles d'olive, de noisettes et de noix avec le vinaigre de RRS. Salez, poivrez et assaisonnez la julienne de persil racine. Décoquillez les noix de Saint-Jacques. Salez le fond d'une poêle avec la fleur de sel. Ajoutez une noisette de beurre
et poêler les coquilles Saint-Jacques 2 à 3 minutes pour leur donner une belle coloration. Saler le fond de la poêle avec la fleur de sel va permettre à la coquille Saint-Jacques de ne pas s'attacher, de ne pas accrocher. Pour le dressage, dresser la julienne dans un cercle et faire une virgule de purée de persil. Ajoutez les coquilles Saint-Jacques par-dessus. Terminez par une quenelle de pommes, décorer de quelques fleurs si vous en avez, et servir sans attendre. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.